Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand portage. Entre le 9 et le 15 janvier, le plus grand pays d'Afrique, le Soudan, a vécu un moment appelé à rester dans les mémoires. Nous parlons bien sûr du référendum qui devrait consacrer la partition du Soudan en deux États, l'un au nord, l'autre au sud. Selon toute vraisemblance, les Sud-Soudanais auraient opté à 99% pour l'indépendance, mais d'importantes questions restent en suspens. Par exemple, le tracé de la frontière, l'avenir de la région pétrolifère d'Abyei ou encore la citoyenneté. Nos envoyés spéciaux, Mélissa Bell et Karima Kiki, ont parcouru la région pour vous. Sud-Soudan, le temps des défis. Bienvenue dans Porter. La nouvelle frontière du Nord. Caché au bord du Nil, Owesh, depuis 3 jours, ses habitants fêtent la fin du référendum. Depuis 3 jours, l'alcool coule à flot. Ville garnison, Owesh est le siège de l'armée de libération du Soudan, le SPLA. Le chef, c'est lui, le général-major Perniang. Lui aussi a beaucoup fêté le référendum. Nous sommes l'armée du peuple, l'armée qui a unifié le Sud. Nous sommes l'armée du nouveau Soudan. Il y a 20 ans, ces enfants auraient été enrôlés de force par le SPLA. Aujourd'hui, le bourrage de crâne continue. Malgré la future indépendance du Sud, le général est fier de nous montrer qu'il continue à mobiliser, même chez les jeunes enfants. Vive la séparation. Je suis pour la séparation parce que je suis et je reste du Sud. Entouré de sa garde personnelle, le général tient absolument à nous montrer ce que les Arabes du Nord ont fait à son village. 10 ans après, il n'a rien oublié. Ils ont détruit notre église. Et ensuite, ils ont récupéré ce qu'il restait du toit pour construire leur maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes sont mortes. Ils sont tous morts. Il ne reste plus que les murs, mais l'église est toujours là. Les stigmates de la guerre civile. Alors toi, s'ils t'attaquent, tu vas faire quoi? Bah, tu sais, t'es mon leader. Moi, je suis prêt à suivre tes ordres. Et si on m'attaque, eh bien, je me défends. Alors si tu restes ici, c'est pour être à l'abri, c'est ça? Ce n'est pas la réponse que le général-major attendait. Agacé, il s'en va. Il faut dire qu'il a passé 25 ans dans la brousse à combattre les Arabes. Pour lui, l'autodétermination n'est qu'une étape. La guerre n'est pas terminée, on devient de plus en plus fort. On va chasser les Arabes, même au nord, pour reprendre notre pays. Vous irez au nord? Oui, c'est notre pays. Khartoum n'est pas pour les Arabes. La capitale appartient au Soudan, elle appartient aux Noirs. Le nord aussi alors? Oui, c'est à nous. Pour le moment, les Arabes sont plus forts, mais un jour, on ira là-bas et on récupérera tout le pays. La centaine de soldats du général Perniang est censée contrôler la frontière nord. Régulièrement, des combats opposent les milices musulmanes du nord aux forces du SPLA. Il n'y a plus d'Arabes d'ailleurs au bord du Nil. Ils ont fui vers Khartoum. Nous arrivons à Malakal, la nouvelle ville frontière. Beaucoup de chrétiens sont venus du nord. Il reste encore une poignée de musulmans comme Abdou. Tous les matins, ce grand-père commence sa journée par les ablutions avant la prière. Il vit entouré de ses 2 frères et de son neveu Rachid. Ils doivent se débrouiller seuls, entre hommes. Il n'y a pas de femme ici. C'est d'ailleurs Rachid qui prépare le petit déjeuner. La famille d'Abdou a fui le sud pour Khartoum. Sa femme a trouvé du travail au nord. Elle était enseignante ici. Mais elle a dû partir avec les enfants à Khartoum. Il n'y a pas très longtemps. Pourquoi votre femme est-elle partie? Pour les enfants, il n'y a rien ici, pas d'école, pas d'université. Les enfants ont grandi, il n'y a pas d'avenir pour eux non plus après le référendum.
Abdou n'a pas les moyens d'avoir une voiture. C'est à vélo qu'il rejoint sa boutique au centre de Malakal. Malgré le calme apparent, la ville est une poudrière. Les prix de l'essence et du riz ont quasiment doublé pour cause de pénurie. Les marchands arabes qui tenaient le bazar ferment boutique, les uns après les autres. Trop peur de vivre parmi les chrétiens du Sud. Tout a été vendu à un commerçant de Malakal. Pour le moment, ça reste fermé. Ceux qui sont partis n'étaient pas là depuis longtemps. Ce sont surtout des détaillants. Mais les commerçants qui sont là depuis toujours restent et ne partiront pas. Dans le quartier arabe de Malakal, les quelques musulmans qui sont restés vivent pour le moment sans problème. Mais depuis le référendum, les choses ont beaucoup changé. Alors vous allez rester à Malakal ? Je reste. Je suis chez moi ici. Tout le monde me connaît. Depuis 40 ans, Abdou vend des matériaux de construction. C'est comme ça qu'il fait vivre sa famille, partie à Khartoum. Mais il se sent seul, loin des siens. Sa seule occupation, écouter les versets du Coran sur son portable. Abdou ne se sent pas concerné par le référendum. Il n'est pas allé voter. La séparation, c'est comme une pastèque. Il faut l'ouvrir pour voir si elle est bien mûre, si elle est sucrée. Ça veut dire que personne ne sait ce qui va se passer après le référendum pour le Sud-Soudan. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur indépendance? Je n'en sais rien, cela ne me concerne pas. Leur nouveau pays, c'est eux que cela regarde, pas moi. Direction l'autre côté de la ville de Malakal. Autrefois, c'était un stade. Aujourd'hui, c'est ici que débarquent tous les Soudanais qui ont fui le nord. Ils sont une centaine, des familles avec des enfants. Là depuis 4 jours, avec tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire pas grand-chose. Le futur gouvernement du Sud-Soudan leur a promis une nouvelle vie. Mais le voyage se termine ici, pour l'instant. À Khartoum, ils nous ont fait remplir des formulaires. Et ensuite, ils nous ont mis dans des bus, comme ça. Nous, on n'a rien demandé. Ils sont venus nous chercher. Maintenant, c'est au gouvernement du Sud de s'occuper de nous. Ils nous ont dit qu'ils nous amèneraient dans notre village. Ils ont dit aussi qu'on aurait à manger. La plupart de ces déplacés ne connaissent pas le Sud. Magda, la petite fille de Peter, est née à Khartoum. Elle parle arabe couramment. Elle a fait le voyage pour son fils de 2 ans. Son but, rejoindre son village natal. Je ne connais pas ici. Je ne suis jamais venue au Sud. Mais je suis là, je n'ai pas le choix. Dans les camps de réfugiés où je vivais à Khartoum, tous les chrétiens sont partis. Et je ne pouvais pas rester là-bas toute seule avec ma famille. Dans ce campement improvisé, il n'y a pas d'eau, ni d'électricité. Ce sont les oubliés de Malakal. Le plus souvent, les marmites servent à faire bouillir de l'eau, faute de nourriture. On est livrés à nous-mêmes ici. Parfois, des gens nous apportent de la nourriture, mais la plupart du temps, on se débrouille tout seul. On ne mange pas tous les jours, on dépend des autres. Alors vous faites comment? On se débrouille, on n'a pas le choix. Personne ne s'occupe de nous. Magda et les autres n'ont pas défait leurs bagages. Ils attendent toujours d'être acheminés vers leur village. Mais l'attente risque d'être longue. Des réfugiés, il en arrive tous les jours. Mais pour patienter, il y a l'église. Il y en a partout, à chaque coin de rue. Les missions évangélistes sont là depuis 20 ans. Gabriel est un jeune pasteur, il n'a connu que la guerre civile. Les chrétiens
Et les musulmans sont en guerre parce que le Nord musulman nous a complètement opprimés. Aujourd'hui, après le vote, le Sud est chrétien. Il est à nous. On ne veut plus du Nord, car maintenant, on peut prier notre Dieu librement et développer notre pays. Après les enfants soldats, voici les petits combattants de Jésus. Des enfants des rues que les églises recueillent pour les mettre dans le droit chemin de Dieu. On a besoin d'eux pour reconstruire notre pays. Ils sont le futur du Sud-Soudan, c'est pour cela que nous leur consacrons tout notre temps pour les éduquer. Même si le gouvernement ici ne nous aide pas, ce n'est pas grave. C'est eux qui vont faire grandir notre communauté dans le futur. Après 20 ans de guerre civile et plus d'1 million de morts, tout reste à faire au Sud-Soudan. Un défi immense, car il faut construire un nouveau pays à partir de rien, en commençant d'abord par lui trouver un nom. Merci Karim Makiki d'être avec nous sur ce plateau. Alors, puisque vous terminez votre reportage sur le nom à donner à ce nouveau pays, c'est logiquement que je vous pose la question, comment s'appellerait-il ? Écoutez, on ne sait pas. Hein. Pour le moment, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est de l'appeler New Sudan. Le nouveau Soudan, c'est John Garang, hein, l'opposant historique, le sudiste, qui se bat depuis très longtemps contre Khartoum, qui propose cette appellation justement pour faire un contraste avec Khartoum. Donc lui rêvait d'un État uni, laïque et indépendant et fédéral. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est celle de l'armée. L'armée veut l'appeler Kush. Kush, c'est l'ancien nom du Soudan, un nom biblique. Pour eux, c'est très important parce que l'armée qu'on voit dans le reporter, le SPLA, sont très, j'allais dire, ils ont un sentiment religieux très fort. Ils se battent contre le Nord musulman. Eux, chrétiens. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, qui paraît la plus probable, hein, c'est la République du Nil, ou le White Nile, pour le dire en bon français, le Nil blanc. Ça, c'est la population. Les populations, quand on parle avec eux, on leur pose la question, comment vous avez envie d'appeler votre nouveau pays ? Ils nous disent la République du Nil ou White Nile. Ça marche. White Nile, c'est un nom assez poétique, mine de rien. Exactement. Et puis, il y a ce Nil qui traverse tout le pays, hein, qui remonte jusque-là. Il est très présent, ces Nils. Les populations vivent au bord du Nil, parce que en dehors du Nil, il n'y a rien. Il y a un drapeau du Sud qui existe depuis longtemps. Il y a aussi un hymne national qui existe. Reste à trouver ce nom. Finalement, la difficulté à trouver ce nom, c'est quoi ? Ça montre la difficulté pour ce nouveau pays qui a été uni finalement pendant très longtemps contre Khartoum, c'est-à-dire il y avait une unité religieuse et aussi politique, mais contre Khartoum, c'était la seule unité. Dans ce pays, il y a 60 ethnies, 60 langues différentes aussi, donc très compliqué de trouver un nom pour rassembler tout ça. Ça ne va pas être facile. Khartoum, parlons-en. On entend dans votre reportage quelqu'un qui dit vouloir porter la guerre jusque dans la capitale soudanaise. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Compliqué, c'est très très compliqué. On arrivait dans une situation d'euphorie. Le référendum venait de se terminer. On savait très bien que la victoire du oui, que le oui allait l'emporter. La seule petite inconnue, c'était les 60% requis pour la participation pour valider ce référendum-là. Évidemment, ça paraît difficile quand on parle au général Pernian, qui, lui, il faut le comprendre aussi, il a passé 20 ans dans le bush à se battre contre les Arabes du Nord. Ça a été toute sa vie, le SPLA. Ils se sont fondés une identité et du coup une légitimité pour le pays. Donc quand on lui pose cette question-là, évidemment, c'est une question de rhétorique. Hein. Au bout du compte, on le voit très mal aller jusqu'à Khartoum, sachant que Khartoum est beaucoup plus fort, beaucoup plus structuré. L'armée du Sud est un petit peu... voilà, c'est une armée qui se compose, qui se remet en place, qui essaie de trouver... On ne voit pas Omar el-Béchir se laisser faire tout bêtement, en résumé. Non, ça paraît très peu probable. Et puis, une dernière chose, c'est que cette armée du SPLA, elle est confrontée non pas à l'armée du Nord, mais à des tribus arabes, les Masséria, qui font des incursions le long de cette frontière, justement. Et ça pose la question de la sécurité de la frontière. Comment le SPLA va sécuriser cette frontière? Un mot, Karim, sur ces nouveaux arrivants, sur ces populations qui rentrent au Sud-Soudan. Ils ne sont pas franchement bien accueillis. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour l'instant, pas grand-chose, malheureusement. Pour l'instant, ils sont tous arrivés à Malakal. Malakal, c'est la première grande ville de la frontière. On est à 50 km de la frontière. Ils ont fait un énorme parcours, soit par le Nil. Ils ont descendu le Nil depuis Khartoum, des jours de voyage, ou alors par la route, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Ils sont arrivés là. Pour l'instant, on ne sait pas. La seule chose
qu'on sache, c'est qu'ils sont là et qu'ils veulent revenir dans leur pays pour reprendre racine avec leur pays. Parce que les personnes que nous avons rencontrées et d'autres, généralement, ils ne connaissent pas le Sud. Ils n'ont pas les moyens de faire les allers-retours pour rentrer chez eux. Donc la plupart ont vécu toute une vie à Khartoum. Ils découvrent le Sud. Ils le découvrent d'une manière très très brutale. Il y a donc beaucoup d'inconnus. Une question sur la minorité musulmane au sein de ce Sud-Soudan chrétien. Est-ce qu'elle serait ou est-ce qu'elle est menacée, Karim ? Pour le moment, non. La seule menace, mais c'est une menace indirecte que subit la minorité musulmane de Djouba, qui est plus au sud, la capitale du sud, ou de Malakal, c'est justement ces incursions des tribus arabes Messeria qui font des incursions dans le pays, qui tuent, qui rançonnent, et donc du coup, la population aurait tendance à se venger. Mais quand on parle avec les gens et quand on voit le personnage que nous avons rencontré, lui, il a toujours vécu à Khartoum, et quand on parle aux autres, ils nous disent non, les musulmans sont déjà, avant tout, des gens du sud, donc on se sent solidaire. Qu'ils soient musulmans ou autre chose, nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens du Sud. Il y a cette unité, il y a cette envie vraiment de ressentir un pays et de dire nous sommes du Sud, quelle que soit notre religion. Merci Karim Makiki pour ce document. Et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.